Ce JT sera rediffusé en replay sur le site internet de votre cabinet comptable. Les JT live sont en principe réservés aux clients des cabinets comptables, mais en période de crise sanitaire, la solidarité est de mise, de sorte que vous avez tout à fait la possibilité de partager ce JT avec vos connaissances, avec votre réseau. Vous avez également la possibilité de poser des questions dans le cadre de l'espace discussion du JT Live. Je ne vais pas y répondre en direct parce que nous avons un temps imparti pour traiter le sujet. Néanmoins, les réponses seront diffusées sur les fils d'actualité comme à l'habitude. Donc, je vous propose de commencer. J'ai préparé un support que vous pourrez recevoir de la part des organisateurs de JT Live et qui va donc encore une fois passer en revue l'ensemble de nos sujets du jour. Alors, l'objectif est effectivement de traiter de l'intégralité, des principaux sujets RH qui peuvent vous occuper dans la gestion de cette crise liée à l'épidémie de coronavirus. J'ai choisi en premier lieu de repositionner un petit peu ce que les pouvoirs publics essayaient de mettre en œuvre et quels étaient finalement les intérêts divergents en présence qui pouvaient expliquer qu'on ait des positions parfois contradictoires entre lesquelles il fallait se positionner. Est-ce qu'on doit travailler ? Est-ce qu'on doit tous se mettre en activité partielle? Est-ce qu'il faut a priori baisser le rideau? Est-ce que si on n'arrive pas à respecter les fameux gestes barrières, on doit, séance tenante, cesser toute activité? Voilà, c'est un petit peu ces questions-là que j'ai souhaité remettre en ordre en repositionnant donc pour moi les deux grands intérêts que le gouvernement essayait de concilier. La première décision du gouvernement est évidemment, en plein stade 3, de limiter la propagation du virus pour désengorger notamment les services de santé. Et c'est pour cela que des mesures de confinement ont été prises, que la fermeture des écoles et des lieux qui assurent le public ont été décidées avec les différents décrets et arrêtés qui ont été adoptés successivement depuis le début de cette crise. Mais en face de cet intérêt lié donc à la propagation du virus, on a également un souhait des pouvoirs publics de maintenir un certain niveau de l'activité économique. Et c'est au nom de cet intérêt économique-là que les déplacements professionnels sont autorisés, que le gouvernement encourage les entreprises à poursuivre leur activité. On nous a presque parlé d'un devoir civique des entreprises de continuer à fonctionner. Et on va venir encadrer les modalités d'exercice de cette activité avec, comme on nous le serine depuis maintenant 3 semaines, si possible un recours massif au télétravail et sinon la mise en œuvre des fameux gestes barrières et des distances de sécurité. Alors, au titre d'un maintien de l'activité, comme on vient de le voir, le gouvernement préconise 2 choses, soit du télétravail lorsque c'est possible, soit la mise en œuvre des fameux gestes barrières lorsqu'on n'a pas d'autre choix que de faire venir travailler les salariés en présentiel. S'agissant du télétravail, je rappelle que le télétravail est un outil qui existait évidemment avant l'apparition du coronavirus et que ce télétravail est donc devenu la norme pour tous les postes qui le permettent. Alors évidemment des postes de production, des postes qui supposent un contact avec le physique, avec le personnel et avec les usagers, notamment par exemple dans la grande distribution ou autre, on imagine bien que le télétravail ne sera pas possible. Le Code du travail nous dit qu'on peut recourir au télétravail de 3 manières, soit par accord d'entreprise, soit lorsqu'on n'a pas de délégué syndical dans le cadre d'une charte, soit par accord direct avec le salarié, formalisé par exemple par un avenant au contrat de travail ou par un contrat de travail. Vous voyez que dès lors, le télétravail ne suppose plus obligatoirement un accord d'entreprise, ça résulte des ordonnances Macron maintenant d'il y a un peu plus de 2 ans, mais le Code du travail également, prévoit en tout cas que ce télétravail soit mis en place par accord entre les parties, un accord entre l'employeur et le salarié. Eh bien, la particularité dans cet épisode lié au coronavirus, c'est que du fait du risque épidémique, le télétravail peut être mis en place de manière unilatérale par l'employeur, sans avoir besoin de recueillir l'accord du salarié. C'est la nouveauté ici. Pour le reste, le régime du télétravail, en ce moment, répond exactement aux préoccupations habituelles, à savoir les enjeux managériaux et RH, comment est-ce que je vais décompter le temps de travail de mes salariés, comment est-ce que je vais garder le lien managérial avec mes équipes. Alors, les outils type Zoom, Teams et autres fonctionnent à plein tube en ce moment pour continuer à garder un certain lien managérial et RH avec les équipes.
Attention également aux éventuelles indemnités d'occupation ou frais professionnels qui devraient être versés aux salariés. Alors en matière de frais professionnels, on est sur des dépenses qui resteront limitées. On imagine aujourd'hui que la majorité des salariés sont équipés d'abonnements Internet ou électricité, tout compris, ce qui fait que l'activité en télétravail ne va pas venir augmenter leur coût de téléphonie ou leur coût d'électricité, par exemple. On peut par contre avoir des surprises pour des salariés qui vont utiliser un téléphone personnel et qui vont avoir du coup une majoration de leur facture. On peut également imaginer des salariés qui vont devoir utiliser des consommables, papier, imprimante ou autres, et qui du coup vont exposer des dépenses dont ils vont demander à se faire rembourser. C'est leur droit. Donc vous devrez assurer la prise en charge des frais professionnels des salariés. Pour les entreprises qui ne peuvent pas mettre leur personnel, ou en tout cas tout leur personnel en télétravail, le gouvernement a adopté ensuite des dispositions permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés. C'est une déclinaison de l'obligation générale de sécurité du chef d'entreprise avec l'obligation de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de prévenir les risques professionnels et donc une obligation de résultat, comme toujours, qui n'est pas aménagée ici en période de coronavirus. La Direction générale du travail a adopté un certain nombre de préconisations pour expliquer aux entreprises quelles étaient les mesures qui devaient être prises en urgence dans le traitement de cette crise, avec en premier lieu, donc je vous ai retranscrit dans le support les slides adoptés par la DGT, et en premier lieu, la première chose qui doit être faite, qui aurait dû être faite à ce stade, c'est l'évaluation des risques. Toute entreprise, quel que soit son effectif, quelle que soit son activité, doit bénéficier d'un document unique d'évaluation des risques. Ce document unique, il doit être mis à jour. Il doit intégrer les risques professionnels liés à l'exposition au coronavirus. Et vous devez donc lister pour chaque poste de travail les risques d'exposition à ce coronavirus et du coup les mesures qui vont être mises en œuvre pour éviter cette exposition, que ce soit par du télétravail, que ce soit par une organisation différente du travail, que ce soit par des équipements de protection individuelle, masques, gel, gants, etc. Vous devez analyser les risques professionnels liés au coronavirus poste par poste et consigner les résultats de cette analyse avec les mesures de prévention associées dans votre document unique d'évaluation des risques. D'autres mesures sont présentées par la DGT, notamment pour vous aider à savoir comment bien décontaminer un site lorsqu'on a une suspicion de contamination dans l'entreprise, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la quarantaine n'est plus de mise. Ça, c'est quand on était en stade 1 ou en stade 2, en stade 3, on ne peut plus arrêter les gens en quarantaine, sauf à ce qu'ils soient malades et auquel cas ils sont arrêtés. Mais sinon, les activités doivent continuer, même si on sait qu'on a eu à un moment donné un contact plus ou moins rapproché avec le virus. Donc voilà toutes ces mesures qui doivent être prises en œuvre, qui doivent être mises en œuvre dans le cadre d'une poursuite de l'activité. Étant précisé pour moi qu'on va en parler dans le cadre de l'activité partielle, j'insiste sur le fait que ce soit une obligation de sécurité de résultat. Les entreprises qui auront décidé de cesser toute activité parce qu'elles ne se sentent pas ou elles ne s'estiment pas en capacité de faire respecter ces gestes barrières et ces mesures de sécurité, je dois vous faire part de mes craintes quant à une éligibilité ou à l'activité partielle, ou en tout cas quant à un risque de remise en cause d'une éventuelle activité partielle. L'activité partielle, donc, va concerner les entreprises qui vont faire face à une baisse de leur activité, baisse qui peut être plus ou moins importante, qui peut même être totale, puisque l'activité partielle va également concerner des entreprises qui aujourd'hui n'ont plus aucune activité du fait de la crise liée au coronavirus. Ce recours à l'activité partielle, il est en principe encadré par un certain nombre de motifs de recours qui existaient là encore depuis un certain nombre d'années, la conjoncture économique, des difficultés d'approvisionnement, un sinistre, la transformation ou la restructuration ou la modernisation de l'activité. Ça, c'était les motifs de recours classiques à l'activité partielle. Un nouveau motif de recours a été ajouté en cette période de crise sanitaire, à savoir l'épidémie de coronavirus, qui peut donc justifier un recours à l'activité partielle, à condition évidemment de motiver ce recours, de motiver les raisons qui expliquent la baisse d'activité. Il ne s'agit pas, pour ceux qui sont en cours de demande ou qui ont fait des demandes d'activité partielle, il ne s'agit pas de simplement dire on est en pleine crise sanitaire, je demande le bénéfice de l'activité partielle. Vous devez, dans votre demande, expliquer les raisons, les conséquences de cette crise sur l'activité de l'entreprise,
à savoir est-ce que c'est une fermeture administrative parce qu'on est dans la liste des activités, des commerces, des lieux accueillants du public qui doivent fermer. Est-ce qu'on est sur une entreprise qui a des difficultés d'approvisionnement parce que justement tous les fournisseurs sont aujourd'hui fermés? Est-ce que c'est une entreprise qui doit faire face à un absentéisme massif de ses salariés qui fait que les ressources clés dont j'ai besoin pour exercer mon activité n'existent plus? Est-ce que c'est parce que j'ai une baisse de mon carnet de commandes, j'ai une fermeture de mes chantiers, etc., etc. Encore une fois, votre demande d'activité partielle doit motiver les conséquences de cette épidémie coronavirus sur l'activité, et c'est une des conditions à la fois de l'éligibilité au dispositif et puis surtout de la garantie qu'il n'y aura pas de remise en cause en cas de contrôle éventuel a posteriori. Alors, cette activité partielle, elle peut être demandée par qui? Elle peut être demandée par toutes les entreprises et elle peut s'appliquer à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Vous voyez que ça couvre également les salariés en forfait jour, sans restriction aucune, ce qui est une nouveauté. Par contre, attention, les mandataires sociaux qui ne disposent pas d'un contrat de travail en plus de leur mandat sont exclus. Donc, tous les contrats de travail, intérimaires, apprentis, quelle que soit la nature du contrat, CDI, CDD, tous les contrats sont pris en compte et sont éligibles à l'activité partielle. Attention aux entreprises qui auraient programmé des embauches, qui auraient signé des promesses d'embauche, signé des contrats de travail ou qui auraient des salariés en période d'essai. Vous ne pouvez pas revenir sur un engagement qui a été pris en faveur d'un recrutement au motif de la crise liée au coronavirus et de la mise en activité partielle de votre entreprise. Il faut, si on parle d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, soit recueillir l'accord du salarié pour renoncer au recrutement, soit, si on n'a pas l'accord du salarié, on réalise l'embauche et on place le salarié en activité partielle. Qu'est-ce qui est indemnisé dans le cadre de l'activité partielle? L'activité partielle va permettre au salarié de percevoir une indemnité, une allocation d'activité partielle égale à 70% de sa rémunération brute. On raisonne sur la rémunération horaire. Et cette rémunération de référence, elle est plafonnée à 4,5 SMIC. Au-delà, on reste à 70% de 4,5 SMIC. À l'inverse, on a également un plancher minimal, notamment pour les salariés qui sont rémunérés au SMIC, et l'indemnité horaire ne peut pas être inférieure à 8,03 €. Faites attention aux éventuelles dispositions de vos conventions collectives ou de vos accords de branche qui peuvent prévoir des indemnités supralégales et qui peuvent donc vous astreindre à un supplément à verser à l'indemnité légale. Je précise naturellement que les entreprises qui souhaitent verser une indemnité complémentaire peuvent le faire. Le régime social a été aligné entre l'indemnité légale et les indemnités complémentaires. Comment ça se passe? On le verra un peu plus en détail un peu plus tard. Il s'agit d'un système d'avance par l'employeur qui va maintenir cette indemnité sur les bulletins de salaire des salariés concernés par l'activité partielle et qui ensuite en demandera le remboursement à l'agence de services et de paiement. Cette activité partielle, elle peut être demandée pour une durée de 12 mois. Faites attention, avec le recours au coronavirus, on a certaines directs qui bloquent des demandes lorsqu'on les formule au-delà du 30 juin 2020. Donc, on peut imaginer une approche prudente où on va faire une demande d'activité partielle jusqu'au 30 juin et ensuite on fera une demande de renouvellement. En tout cas, l'activité partielle pourra s'appliquer pendant un délai de 12 mois. Les formalités de mise en œuvre de cette activité partielle ont été largement allégées pour faire face à la crise sanitaire. On est sur un système qui maintenant est rétroactif et où vous pouvez rétroactivement faire une demande, faire appliquer un régime d'activité partielle pour toute activité partielle qui aurait été mise en œuvre depuis le 1er mars. Et vous avez un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle vous avez placé vos salariés en activité partielle dans cet épisode de crise sanitaire pour déposer votre demande en ligne. Le délai de réponse de la directe, qui était de 15 jours, a été ramené à 48 heures. Je rappelle que l'absence de réponse vaut décision d'accord implicite de la part de la directe. Pour les entreprises qui seraient dotées d'un comité social et économique, vous allez devoir recueillir l'avis de votre CSE sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Cet avis n'a plus besoin d'être préalable. Il devra simplement intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la mise en œuvre de l'activité partielle. Et il faudra, en toute hypothèse, l'adresser à la directe, soit au moment de la demande, soit ultérieurement pour compléter le dossier. Qui est éligible? Alors, je vous ai retranscrit ce petit schéma qui, là aussi, émane de la DGT. Je me suis beaucoup inspirée de la Direction générale du travail.
On va ensuite aborder la question du droit de retrait qui n'est pas sans poser un certain nombre de problématiques dans les entreprises. Et on rencontre beaucoup de salariés qui estiment que le risque d'exposition au coronavirus est tel qu'ils préfèrent se retirer de leur lieu de travail et bénéficier des dispositions du Code du travail applicables en la matière. Le gouvernement a tranché la question et a indiqué qu'à partir du moment où l'employeur avait mis en place les mesures de sécurité pour éviter l'exposition des salariés aux risques professionnels, donc les gestes barrières, les règles de distance sociale, etc., eh bien, le droit de retrait était abusif. De ce fait, le salarié ne pouvait prétendre au versement de sa rémunération et on pourrait même imaginer un engagement des sanctions disciplinaires. Évidemment, je ne vous invite pas à mettre en œuvre en ce moment des sanctions disciplinaires pour l'usage que vous estimeriez abusif de ce droit de retrait. On est dans une période sociale relativement compliquée, sauf cas extrême, et on est toujours de toute façon sur des appréciations au cas par cas. Je ne peux que vous inviter à éviter d'aller vers un contentieux lié à la gestion sociale et RH de cette crise sanitaire. En matière de congés payés, de compte épargne-temps, de GRTT, on a également eu un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées dernièrement avec des ordonnances et des décrets qui sont sortis à la toute fin mars, voire début avril. En matière de congés payés, une ordonnance est venue nous dire que l'employeur peut, en application d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, imposer la prise des congés payés acquis par un salariés ou modifier unilatéralement les dates des congés payés posés par les salariés. Attention, cette liberté de l'employeur est limitée à 6 jours ouvrables de congé et il faut respecter un délai de prévenance d'1 jour franc. De même, en matière de CET, on a des dispositions qui vont permettre à l'employeur de venir mobiliser les droits qui sont inscrits sur un compte épargne-temps dans la limite, vous le voyez, de 10 jours. En matière de RTT et de jours de repos conventionnels, là aussi, et sans accord d'entreprise cette fois-ci ou sans convention collective, l'employeur pourra unilatéralement imposer la prise de GRTT et modifier la date de prise des jours de délai de prévenance d'1 jour franc et le nombre de jours de repos qui pourront être imposés ainsi par l'employeur est limité à 10 jours. Donc, même chose s'agissant des salariés en forfait. Les jours non travaillés. Donc, tout a été mis en œuvre pour permettre aux entreprises de venir combiner les soldes des congés payés parce qu'on est en fin de période de congé, les CET, les GRTT, etc. Le dernier sujet que l'on va aborder ce matin, c'est les aménagements qui ont été institués au régime de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite PEPA ou également prime Macron, qui avait été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et reconduite pour 2020. Vous savez que cette prime est conditionnée à la mise en place d'un accord d'intéressement avant le 30 juin 2020. La date butoir de versement de la prime était donc elle-même liée au 30 juin 2020. Le salarié devait justifier d'un contrat de travail en cours au moment du versement de la prime. On n'était plus sur une appréciation sur l'année précédant le versement de la prime. Par contre, le calcul de la rémunération du salarié pour justifier du précédent, pour calculer le versement de la prime, lui, se fait sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Cette prime Macron, elle est exonérée dans la limite de 1 000 € par personne, exonérée aussi bien socialement que fiscalement. Et on avait donc certains dispositifs qui étaient prévus avec une exonération liée à cette condition pour bénéficier d'un accord d'intéressement. Ce régime-là, il a été aménagé par les dernières ordonnances, et notamment une ordonnance du 1er avril 2020, qui vient nous dire plusieurs choses. Qui nous dit tout d'abord, on peut maintenant mettre en place, dans le cadre de la crise sanitaire, on peut verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sans avoir à justifier de la signature d'un accord d'intéressement. Donc, on lève la condition relative à l'accord d'intéressement, à condition toutefois que le montant de la prime n'excède pas 1 000 €. Donc, si je souhaite verser une prime de 1 000 € jusqu'à 1 000 € à mes salariés, je peux le faire sans avoir besoin de justifier d'un accord d'intéressement. Comment je procède? Je vais soit négocier un accord d'entreprise avec les modalités de droit commun, mais aussi les modalités dérogatoires avec négociation avec des salariés mandatés, avec les élus, négociation référendaire pour les plus petites entreprises. Donc, soit je négocie un accord d'entreprise, soit je vais adopter une décision unilatérale dans laquelle je vais définir les bénéficiaires, le montant, les modalités de calcul et les modalités de modulation de la prime.
Si je veux verser au-delà de 1 000 € et bénéficier des exonérations sociales et fiscales, on réintroduit l'obligation liée à la signature d'un accord d'intéressement à la date de versement de la prime. Donc jusqu'à 1 000 €, je n'ai pas besoin d'un accord d'intéressement. De 1 000 et jusqu'à 2 000 €, je vais devoir bénéficier, je vais devoir justifier que je bénéficie d'un accord d'intéressement, donc à la date de versement. Ici, les modalités de versement de la prime sont les mêmes, par une décision unilatérale ou par un accord d'entreprise. L'ordonnance du 1er avril a également introduit un nouveau critère de modulation pour permettre le calcul de la prime. Ce critère, il tient aux conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19. L'idée, c'est quoi? C'est de récompenser les salariés qui viennent travailler en présentiel et qui, de ce fait, sont exposés à un risque de contamination par le coronavirus. Pour récompenser ces conditions de travail et cette exposition, on peut introduire ce 4e critère de modulation à côté, par exemple, de la classification, de la durée de présence dans l'entreprise. Et là, je renvoie aux critères qui avaient été posés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Je vais ouvrir une parenthèse sur ce sujet-là. On parle bien de critères de modulation. Il ne s'agit pas, à mon sens, de réserver le versement de la prime aux salariés qui seraient exposés parce qu'ils sont obligés de travailler en physique, en présence, par opposition, par exemple, aux salariés qui sont en activité partielle ou aux salariés qui sont en télétravail. Quand on parle de critères de modulation, ça veut dire que tous les salariés doivent bénéficier du versement de la prime. Par contre, je vais pouvoir moduler le montant de ma prime en tenant compte des critères qui ont été édictés par le législateur. Donc, je vais pouvoir considérer, par exemple, qu'un salarié qui est en télétravail ou qui est en activité partielle et qui n'est pas exposé, eh bien, il va toucher une prime, je vous dis n'importe quoi, de 20, 50, 100 €, 200 €. À l'inverse, un salarié qui répond à ce critère de modulation des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19, eh bien, à l'inverse, ce salarié-là, je vais par exemple lui donner le montant maximum de 1 000 €. Et je vais comme ça construire une grille de calcul de ma prime qui va combiner un ou plusieurs critères. En mon sens, là aussi, il n'y a pas d'obligation de s'en tenir à un seul critère de modulation prévu par les textes. Donc, on peut cumuler de la classification avec le critère lié aux conditions de travail. Mais encore une fois, à mon sens, la précaution, c'est bien de servir tout le monde, même si ça, c'est sur des montants très différents, mais il faut que la prime bénéficie à tout le monde. Ce sera, je pense, une condition de maintien des exonérations et un risque, en tout cas, dans le cadre d'un éventuel contrôle URSSAF postérieurement à la gestion de cette crise. Dernier aménagement prévu par les textes sur ce sujet de la PEPA, eh bien, il concerne les accords d'intéressement qui, vous le savez, en principe, doivent être conclus au plus tard le 1er jour du 2e semestre social. Donc, par exemple, pour une entreprise qui a un exercice civil, il faut que mon accord il soit conclu au plus tard le 30 juin 2020 pour cette année. Ici, et pour tenir compte de la crise, eh bien, on a ouvert la possibilité de conclure les accords d'intéressement au-delà de cette date butoir. Et donc, on a différé la date de conclusion des accords d'intéressement et donc, a priori, la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc voilà les 5 thèmes que je souhaitais aujourd'hui évoquer avec vous. Je vous précise naturellement que l'on est sur un dispositif qui est extrêmement mouvant. On a des ordonnances qui sortent toutes les semaines, on a des décrets qui sortent toutes les semaines, nous n'avons toujours pas l'intégralité des textes d'application, il nous manque encore des décrets sur le comité social et économique, sur l'application de l'activité partielle au VRP, etc., etc. Sur la PEPA aussi, on attend des instructions. Donc, faites attention, les choses changent vite, donc restez en veille. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos cabinets, de vos conseils pour être certain d'être bien au fait de l'actualité et de voir ce qui évolue. Et puis, PVB Avocat a monté un système d'accompagnement des entreprises dans le cadre de la gestion de cette crise. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier d'un diagnostic gratuit de votre gestion pratique de la crise sanitaire en matière RH. Vous avez dans le support que vous allez recevoir un lien sur lequel il vous suffit de cliquer pour pouvoir renseigner un formulaire et ensuite demander à être recontacté par un avocat du cabinet qui vous accordera un moment, encore une fois, de manière gratuite. Merci encore pour votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et puis, je ne manquerai pas de répondre aux questions que vous avez pu poser pendant ce JT Live. Et encore une fois, vous les retrouverez sur vos fils d'actualité. Merci beaucoup.